Deuxième journée ici à l'APEI de Saint-Omer. Aujourd'hui, nous allons parler emploi, nous allons parler formation, nous allons parler tout ce qui concerne en fait le travail, mais c'est un petit peu le cœur de l'APEI avec d'une part l'ESAT et également l'atelier protégé. Alors, à mes côtés, Valérie Windal. Valérie, vous êtes, j'allais dire, la chef de pôle un petit peu de tout ce qui est emploi ici. Donc le pôle travail de l'APEI de Saint-Omer comprend bien l'entreprise adaptée du Lobel et les AT Les Pierrides. Les AT Les Pierrides, 209 travailleurs et l'atelier du Lobel, 48 salariés. D'accord. Alors, on y retrouve quoi justement dans l'atelier du Lobel? Alors, à l'atelier du Lobel, c'est une entreprise adaptée avec les contraintes propres à une entreprise. Il faut faire du chiffre d'affaires, avoir des clients, répondre à des commandes. Mais c'est adapté. Ce sont donc une bonne partie, les 3/4, de personnes qui ont une reconnaissance travailleurs handicapés qui contribuent à l'activité de l'entreprise. Et on a 4 activités. On a l'activité historique qui est la verrerie à Arc international. On a une nouvelle activité phare qui est la légumerie, c'est-à-dire qu'on met en sachet des légumes et produits du coin en circuit court. Et on a une activité espace vert, particulier entreprise, dans le coin de Saint-Omer. Et on est en prestation interne, c'est-à-dire interne pour l'APEI, tout ce qui est service, donc lingerie, entretien et un petit peu d'espace vert aussi. D'accord. On a un encadrant pour combien de salariés? Alors, c'est la technicité du travail qui va donner le nombre d'encadrants. D'accord. Si je vous donne un ratio, c'est pas très intéressant. Vous voyez, il y a 7,5 postes d'encadrants non travailleurs handicapés à l'entreprise adaptée, donc 41 personnes avec une reconnaissance travailleurs handicapés. Les services, les gens travaillent dans des établissements où il y a déjà d'autres personnels, donc ils travaillent en autonomie. Les espaces verts, il y a un moniteur mais qui n'est pas toujours là. Les gens, ils prennent le camion, ils savent où aller et ils font le travail partiellement en autonomie. Et sur les chaînes de production verts, on a 2 encadrants pour une bonne vingtaine de personnes. Et à la légumerie, il y a un encadrant direct et un encadrant indirect, on va dire, pour une quinzaine de personnes. D'accord, ça donne quand même une idée. Voilà, ça donne une petite idée. Mais ce ne sont que des statistiques. Oui, voilà. On a bien compris. Alors, oui, d'où ma question, la difficulté aujourd'hui de donner du travail à tout le monde. C'est le nerf de la guerre. Alors, ça l'est dans le milieu ordinaire, mais ça l'est encore plus dans le milieu protégé. C'est compliqué aujourd'hui de trouver du marché? Alors, à l'ESAT, on est finalement un sous-traitant. On est sous-traitant d'une entreprise. On a 4 activités phares: espace vert, mécanique, usinage, menuiserie, construction de palettes et usinage bois et conditionnement. Finalement, ce sont des activités intermédiaires. On produit à façon pour une entreprise qui nous donne un ordre de fabrication, une commande, et on répond à cette commande. Oui, mais ça veut dire que cette entreprise disparaît, le travail n'existe plus. Alors c'est ça, c'est tout l'équilibre qu'il y a à trouver. Quand on est sous-traitant, on est à la fois sous pression du fournisseur qui va nous donner de la matière première. Un exemple, vous n'êtes pas sans savoir le prix du carburant. Alors là, mais même du métal. On a une activité mécanique. Quand le prix flambe, nous, nos prix, on doit les faire augmenter. Sauf que notre client, il va dire votre prix augmente beaucoup, donc il sait très bien les cours du marché, mais c'est un équilibre vraiment à trouver. Et le sous-traitant, et un ESAT est souvent sous-traitant, il est pris entre cette contrainte client qui dit n'augmentez pas trop les prix, et la contrainte fournisseur qui dit mais la matière première augmente. Et il y a aussi l'augmentation du SMIC à chaque fois qui est à jouer. Donc on est en équilibre toujours
sur le fil du rasoir dans un ESAT entre la partie accompagnement social, c'est-à-dire on va au rythme, hein, on n'est quand même pas au rythme à fond d'une entreprise, on n'est pas dans une activité à la chaîne avec une cadence effrénée, mais d'un autre côté, on doit satisfaire le client avec une qualité et un délai qui est raisonnable. Et un délai qui est voilà. imposé. Donc c'est ça, cet équilibre qui est plutôt difficile à trouver. Après, on a quand même des clients avec qui on travaille depuis longtemps et ils vont pas nous lâcher comme ça du jour au lendemain. On va à chaque fois négocier et se remettre d'accord. Mais c'est vrai que c'est pas évident, surtout dans le contexte coût de l'énergie, matières premières, les fluides, etc. Vous nous présentez la personne à côté de vous? Vous allez vous présenter, Philippe? Moi, c'est Monsieur Philippe. Je suis en ESAT depuis... Décembre 2020. Le 1er décembre 2020. Voilà. Et je m'y sens bien, j'aime bien, je m'amuse. Bon, alors parlez un petit peu plus fort, voilà. Et alors, vous vous amusez. C'est bien de s'amuser en travaillant. Tout en travaillant. C'est très bien. Et justement, votre travail, c'est quoi? C'est mécanicien usinage. Remontez un petit peu le micro, qu'on vous entende bien. Pas de un truc comme ça. Ah oui, non, mais c'est compliqué. Vous inquiétez pas, dans une demi-heure, vous y penserez plus. Ce sera fini. Oui, donc non, alors si. Philippe, votre travail, c'est un travail à la pièce, c'est quoi alors? On fait beaucoup de pièces en fait. On reçoit des barres et comme Madame Wendell l'a dit, on les coupe et on les travaille pour les clients. Mais en fait, je sais pas encore vraiment ce qu'on fait. Bon, il n'y a pas longtemps que je suis là, donc après, je connais pas. Bien sûr. Mais c'est toujours le même. C'est toujours la même tâche que vous avez à faire? Non. Toutes les 2 semaines, on change de place. Hein. Ouais, on change de machine. Mais c'est des grosses machines, voilà. on peut dire. Hein. Ouais, on peut dire ça. Ouais. Celle-là, les bouches à la main, on peut courir longtemps. Mais ouais, si, je m'y sens bien. Je suis bien. Alors justement, comment ça se passe avec les autres personnes? Vous avez créé, parce qu'il n'y a pas tellement longtemps que vous êtes arrivé. Donc, je me suis fait des amis. Ouais, des collègues. Des collègues, des relations. Mais ouais, si, après ça se passe plutôt bien. Avec les moniteurs, c'est pareil, on a un bon feeling. Et c'est important pour vous d'avoir justement cette reconnaissance sociale? Bon, après, voilà, on m'a conseillé, vu mes problèmes, il fallait que j'aille vers les gens. Donc ça a été un bon truc pour mon dirigeant, en fait. Bien aller sûr. Vers les personnes. Mais c'est le but, justement. Le but, je suis censé être solitaire. Mais bon, il faut que je change. Il y a combien de personnes dans votre atelier? Il y a du monde. Combien exactement? Je sais pas, j'ai jamais compté. Une bonne vingtaine, plus les moniteurs. Donc ouais, ça fait déjà du monde. C'est clair, c'est clair. Bon, écoutez, on va pas vous ennuyer plus longtemps. Non, Philippe. moi, si vous voulez, je peux rester comme ça toute l'après-midi, je peux faire. Non, mais ce qui était surtout important pour nous de comprendre, c'est que vous avez trouvé votre place auprès des autres, que derrière ce travail, c'est aussi une reconnaissance sociale. C'est-à-dire que vous êtes aujourd'hui un individu lambda avec un travail, avec tout ce que ça comporte. Et c'est important d'être quelqu'un. Oh oui, surtout oui. Bien. Et Monsieur May, on a choisi de demander à Monsieur May de venir. Ça fait peu de temps qu'il est là, et du coup c'était aussi pour illustrer le fait que quand on arrive dans un atelier mécanique, au démarrage, la mécanique et les machines on les connaît pas, hein, voilà, et donc c'est beaucoup les moniteurs et les collègues de travail qui commencent à faire découvrir au fur et à mesure chaque machine, ce qui est attendu, d'où les l'importance petits trucs et astuces. Du lien avec le moniteur, avec les collègues, et comme on dit, tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. C'est vrai. Voilà. Et donc là, c'était la formation vraiment de base avec les collègues et le moniteur. Et puis après, vous avez fait des autres formations aussi, qui sont des formations transversales. Mais en arrivant en 2020, vous avez déjà fait 2 formations, je pense, collectives. Voilà. Bien, merci encore, Philippe. Valérie, on va maintenant accueillir un directeur d'un organisme de formation, l'AGAP, il s'appelle Jean-Christophe Paré, et il va nous expliquer un petit peu justement tout ce que eux, ils ont mis en application à travers leur organisme de formation pour pouvoir accompagner non seulement les personnes en situation de handicap, mais aussi justement les encadrants. Première région automobile, première région ferroviaire, première région agroalimentaire,
première région en matière d'investissements directs étrangers pour les projets industriels. Un hub logistique international. Mais aussi une région avancée en matière de transition énergétique et de technologie numérique pour une économie plus responsable, plus durable, plus connectée et plus collaborative. La région Hauts-de-France, une région qui se transforme. Voilà, donc son entreprise a une rayonnance dans toutes les régions des Hauts-de-France. Ils sont basés à Lille. Jean-Christophe Paré, vous allez nous parler un petit peu justement de votre organisme de formation, parce que vous avez cette particularité, c'est d'accompagner à la fois les personnes en situation de handicap, mais aussi justement les encadrants. Bonjour et merci de m'accueillir. Oui, Agap Formation, alors une petite précision, Agap Formation est associatif. Donc nous sommes une association affiliée au réseau des UNAPI, que ce soit sur le département du Nord, sur le département du 62 et à l'échelle des Hauts-de-France. Voilà, donc nous sommes organisme associatif depuis un petit peu plus de 40 ans au service des associations, à l'origine des papillons blancs et aujourd'hui de tout ce qui peut être au service des travailleurs, travailleurs des AT, salariés d'entreprises adaptées, et pour une plus petite partie des encadrants, des professionnels qui vont encadrer les travailleurs sur un ensemble de compétences, la montée en compétences professionnelles pour pouvoir être employable, pour pouvoir être maintenu dans l'emploi, et aussi sur tout ce qui va être expression, confiance en soi, autonomie. Et puis je pense qu'on est aujourd'hui dans une époque où tout ce qui va être autodétermination, concept de pair et danse, des choses qui vont être très importantes pour les salariés au quotidien. Vous préparez justement avec les travailleurs handicapés leur projet d'insertion et de réinsertion? Alors, les projets sont travaillés dans chaque association. Nous, on vient juste après, c'est-à-dire que lorsque le projet est défini, puisque c'est bien la personne qui va choisir le métier qu'il va exercer, les conditions, ses choix, ce qu'il va préférer, parfois même un changement d'emploi, un changement de lieu où il va pouvoir exercer, un rapprochement familial. Enfin, il y a des tas de raisons qui vont faire que quand on parle aujourd'hui formation tout au long de la vie, c'est tout à fait vrai aujourd'hui avec des travailleurs en situation de handicap. On peut travailler pendant 10 ans dans ce qui va être l'hygiène ou la cuisine, se rendre compte qu'au bout d'un moment, on a envie de passer par un atelier un petit peu différent, d'aller faire de l'entretien des espaces verts. Enfin, c'est exactement comme pour monsieur et madame tout le monde. On va avoir un parcours professionnel qui va évoluer avec le temps. C'est plus compliqué quand justement les personnes sont en situation de handicap? C'est pas plus compliqué, c'est plus riche. C'est plus riche dans le sens où jamais un formateur a eu l'impression de faire de la formation inutile. Systématiquement, la formation va être de la formation qui va être utile, qui va être attendue, et avec des participants en formation qui vont systématiquement participer et poser des questions. On ne peut pas comparer ça avec de la formation initiale. En formation initiale, on est, entre guillemets, obligé de venir en cours. Quand on parle de formation professionnelle, on est volontaire pour aller en cours et on attend de la formation. Parfois, je pense même qu'on redemande de la formation. On a envie de revenir le formateur pour pouvoir aller plus loin dans ces questions. Et aujourd'hui, vous avez eu justement des exemples de quelqu'un que vous avez pu accompagner et de le voir passer étape après étape comme ça? Alors nous, on a une petite particularité, c'est qu'on est organisme de formation professionnelle pour adultes. Et la deuxième partie de notre activité, nous sommes CFA, donc Centre de formation d'apprentis spécialisés. Ça veut dire que 100% de nos apprentis ont la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Et de ce que vous me disiez, moi j'ai une apprentie en tête qui, sur son parcours, a validé 3 CAP. Donc elle a fait 3 fois un apprentissage. Et on a commencé sur un profil qui était extrêmement jeune, très timide, avec des problématiques, aller vers les autres, ce genre de choses, c'était quelque chose de compliqué. Et au bout de 3 diplômes, elle avait pris son indépendance, était partie de chez ses parents parce qu'elle en avait envie, en colocation avec une amie. Elle avait signé un contrat de travail à temps partiel et était en train de passer son permis de conduire. Voilà. Donc, quand on voit le chemin qui est parcouru, une fois par an, on fait une cérémonie de remise des diplômes au CDG 59 à côté de Lille. Moi, je vois régulièrement les encadrants avec une petite larme à l'œil, parce qu'ils me disent, quand on voit de où on est parti par rapport à là où on est arrivé, c'est une belle récompense. C'est justement ce que vous expliquiez tout à l'heure, le fait que vous soyez spécialisé, j'allais dire, dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap, et que ce sont des personnes qui sont demandeuses. Et obligatoirement, le travail accompli ne sera pas du tout le même qu'une personne à qui on va obliger, entre guillemets, à assister à une formation. Vous êtes accompagné également par la GFIP ?
On a un ensemble de financement, puisque qui dit formation dit financement. Et effectivement, il y a les OPCO, la GFIP pour tout ce qui va être employeur privé, le FIP pour tout ce qui est employeur public. Donc oui, on est plutôt bien accompagné à proximité avec du conseil et avec la possibilité d'avoir des interlocuteurs de proximité. Alors on va redonner la parole à Valérie Vidal. Valérie, c'est important pour vous justement d'avoir des professionnels comme Jean-Christophe Paré qui vous accompagnent pour la partie formation ? C'est indispensable dans le sens où la formation, c'est d'abord une prise de poste avec ses collègues et ses moniteurs. Mais dans un deuxième temps, une fois qu'on a découvert un peu son poste, il y a d'abord des formations transversales. Par exemple, Philippe a fait gestes et postures, il a fait accompagnement premier secours. C'est des choses qui peuvent servir à tout poste de travail et qui sont faits en formation collective en interne. Comme ça, les salariés sont sur place et peuvent profiter. On peut faire des groupes de gens qui se connaissent avec des formateurs qui ont une capacité à s'adapter à un public. C'est-à-dire que le public, on le prend là où il en est avec les compétences et les connaissances et les capacités de compréhension qu'ils ont. Et donc, ça nécessite des fois des adaptations, des images, un langage qui est quand même avec des exemples, de l'expérimentation concrète. Donc ça, ces formations-là, on a besoin de les faire avec adaptation. Il y a quand même des gens qui sont non lecteurs. Il faut adapter un contenu de formation pour des gens non lecteurs. Sinon, c'est pas respecter les gens. Et puis, il y a des formations qui vont servir aux personnes, certes au travail, mais aussi dans leur vie de tous les jours. Il y a des formations où on travaille sur l'estime de soi, on travaille sur la vie quotidienne, l'argent, comment entrer dans un magasin, comment faire une demande au téléphone. Il y a toutes ces formations-là qui servent autant au travail que dans la vie quotidienne. Et ça a aussi plus d'impact quand c'est une formation qui est faite avec des personnels qui ne sont pas les personnels de d'habitude, qui ne sont pas les personnels de l'ESAT, parce que les personnels de l'ESAT, ils conseillent, ils forment au quotidien. Ils se connaissent. Voilà, ça n'a pas le même impact quand c'est un formateur extérieur et qui donne aussi une autre ouverture à la formation. Alors ça, c'est plutôt des formations collectives qu'on fait en intra. On fait de temps en temps, mais de façon moins fréquente, des formations vraiment individuelles, beaucoup plus précises, quand des personnes ont un projet professionnel particulier, pointu, où là, on se fait aider d'autres organismes aussi dans le domaine d'activité. Vous faites les VAE aussi ? Alors, on fait d'abord et avant tout de la RAE, reconnaissance des acquis de l'expérience, qui est sur le même modèle que la VAE, sauf que on a un groupement de coopération médico-sociale qui s'appelle Decalco et qui rassemble ESAT et EA volontaires et adhérents et qui se sont mis d'accord sur des tas de référentiels de reconnaissance des acquis professionnels. Par exemple, un poste de conditionnement, eh bien, vous avez tout le détail de ce qu'il faut faire. Mettre en sachet, mettre des étiquettes, une grille d'évaluation, utiliser une soudeuse, une grille d'évaluation. Et comme on décompose chaque geste, même pour des gens qui ont un niveau d'aptitude au poste qui est limité, eh bien, on peut tout à fait bien valider des compétences professionnelles par rapport aux gestes détaillés qu'on a. Et comment ça se passe ? Eh ben, nous, on a des moniteurs qui vont dans d'autres ESAT faire passer des RAE à des inconnus, finalement, à des ouvriers qui ne connaissent pas. Et il y a des moniteurs d'autres ESAT qui viennent ici à Saint-Omer pour valider des acquis de l'expérience pour des ouvriers. Le bac, c'est tout pareil. À fait. C'est pas le même prof. Voilà, c'est pas le même prof qui corrige, c'est le même principe. Mais c'est le même principe. Et ça donne un petit piment et un petit stress aussi, mais le stress est toujours un peu positif aussi, en disant c'est quelqu'un de l'extérieur, faut que je fasse bien mon travail. Alors après, nous, on a aussi, par exemple, Philippe, ça fait pas longtemps qu'il est là, et il disait, moi, je fais des pièces d'usinage mécanique. Là, on travaille avec un gros client en pièces d'usinage mécanique qui est Assim, et notre volonté, c'est de dire, il faudrait
que Hassim vienne présenter son entreprise à l'ensemble de l'atelier mécanique pour que les ouvriers voient l'entreprise pour laquelle ils travaillent, les produits qu'ils font. C'est des dispositifs, en plus on est en norme ISO là-dessus, ça rigole pas, c'est des lits médicalisés, c'est des choses très pointues, très techniques, et on doit mettre en valeur ça. Et puis le summum après, ça sera quand il y aura un groupe d'ouvriers qui va pouvoir aller visiter l'entreprise d'Hassim pour voir réellement ce qui se fait dans leur usine. Bien, eh bien écoutez, cette émission aura été très riche, en tout cas en éclairage, parce que ça nous aura permis de comprendre comment vous fonctionnez, quelles sont vos attentes, l'importance de la formation, et on ne se rend pas compte justement à quel point c'est important, parce que la formation, Jean-Christophe, c'est pas seulement l'enseignement, c'est aussi toute la pédagogie qui est apportée, et l'enrichissement que peut justement en tirer un travailleur en situation de handicap, peut-être même encore plus qu'une personne en situation dite classique. Bien, eh bien écoutez, puisqu'on parle emploi, on se retrouve demain. On parlera de l'ESAT, justement ici, à l'APEI de l'arrondissement de Saint-Omer. Merci à vous, Jean-Christophe, merci à vous, Valérie, et puis merci à la direction donc, de l'APEI de l'arrondissement de Saint-Omer de nous avoir accueillis, et à nos partenaires que sont la région des Hauts-de-France et l'AGFIP Hauts-de-France. À demain. Première région automobile, première région ferroviaire, première région agroalimentaire, première région en matière d'investissements directs étrangers pour les projets industriels. Un hub logistique international, mais aussi une région avancée en matière de transition énergétique et de technologie numérique pour une économie plus responsable, plus durable, plus connectée et plus collaborative. La région Hauts-de-France, une région qui se transforme.